Bonsoir mes petits poulets. Oui, j'espère que vous n'êtes pas tordus, mais j'ai toujours pas progressé en cadrage. Je sors de chez le coiffeur. J'ai une coupe un peu chèvre échappée de son enclos, mais j'aime bien. Oui, j'en avais marre, j'avais les cheveux là, je pense. Et puis avec la canicule, on a juste envie de se raser la tête. Enfin, un nouveau souffle, un nouveau air. Nouvel air pour mes cheveux, une nouvelle air capillaire. Bref, commençons sans plus tarder, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Est-ce que vous en avez marre des câlins? Nous sommes, c'est de Jeanne, on ne sait pas, puisque les gens ont mis un petit logo dessus. Jane Chapman, aux éditions Et l'Envers. Et bien nous sommes avec Bernard. J'ai l'impression qu'il y a plein de personnages qui s'appellent Bernard dans les albums jeunesse. J'ai déjà vu un gorille, là c'est un yéti. Et bien c'est l'histoire de Bernard, une espèce de yéti qui vit dans la forêt. J'aime beaucoup les dessins. Il est tranquille. Attention, ça ne va pas durer. Attaque de lapin, attaque affective de lapin. J'espère que ça vous arrivera pas. Il se jette sur lui et câlin. Il essaye de se cacher. Attaque d'écureuil. Mon Dieu, mon Dieu. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Dit Roméo le blaireau. T'es grincheux? Bah, j'aimerais bien un peu partager les choses, quoi. Donc, il met une annonce. Recherche bestiole de tout poil pour recevoir une montagne de câlins. Et le meilleur candidat, c'est l'ours. Il est tout doux, il est tout doufteux, il est tout doux, tout doux. Et alors là, il se dit, tranquille, Bernard se dit, c'est bon, l'ours a pris le relais. Les lapins se préparent, sont dans les starting blocks et poum, se jette sur Bernard. Raté. L'ours a raté le casting. Mais trop d'affection tue l'affection. Il tombe dans une mare boueuse. Ah bah les lapins, ils aiment pas tellement ça, les marbeuses. Bernard si, parce qu'il est crassé. Et il est heureux, parce qu'il est seul, il est tranquille. Bref, si vous êtes trop sollicité, trop d'affection ou poursuivi par des collègues en furie, jetez-vous dans une mare puante. Ça peut être une solution. À partir de 3 ans. L'après-midi d'une fée de André Bouchard aux éditions Seuil Jeunesse. J'aime bien ce mélange de noir et blanc couleur. J'aime beaucoup les dessins et l'humour de Bouchard. 2 copines qui se retrouvent au square. Hé, regarde Hortense. Salut Hortense. C'est mon nouveau costume de fée. Oh, comme il est beau Margot, il brille de partout. Elle décide de s'exercer. Puisque c'est une fée, transformons cette chaise. Transformons-la en citrouille. Ça a marché. Mais la citrouille est un peu bizarre. La citrouille est de plus en plus bizarre. Bon ben, la citrouille s'est transformée en carrosse dégoûtant. Ah, il y a même des espèces de trolls, tout sales, qui se grattent le nez. Ou presque. Ça fait beaucoup rire Hortense. Margot, un petit peu moins. Il dit, si tu continues, je te transforme en crapaud. Bah, ça a réussi, Hortense est en crapaud. Oh non, désolé, dit Margot, je voulais pas. Elle reprend le bus, c'est la couverture. C'est disant, j'ai vraiment merdé, j'ai transformé ma copine en crapaud. Et là, elle arrive chez sa copine en disant, désolée madame, on jouait, j'ai transformé votre fille en crapaud. Et là, surprise, Hortense. Ça suffit Hortense, arrête d'embêter ton ami. Ah, je t'ai bien eu, hein. Hortense s'est transformée. Parce que Hortense n'est pas une petite fille comme les autres, c'est une sorcière. Et maintenant, tout prend un éclairage différent. Depuis le début, on se dit que ce n'est pas Margot avec sa baguette de fée. C'est sûrement Hortense la sorcière qui a joué un tour à sa copine la fée. Un album très drôle à lire à partir de 2-3 ans. Ah, un vrai coup de cœur cette fois-ci. Oh, pourquoi cette fois-ci? D'autres fois aussi, mais on s'en fout. Ah, j'avais oublié ma petite introduction. Attendez, où est-ce qu'il est? Là, l'accessoire du moment. Le thermomètre en bois Ikea. Je ne sais plus son prix, vous regarderez sur internet. Dans mon salon, il fait 30 degrés. On l'avait acheté pour mettre dans la chambre d'Aurore quand elle était bébé pour suivre un petit peu. Bon, bah, voilà. Normalement, demain, ça baisse. J'espère que vous êtes
point trop importunée par la canicule. Moi, j'en suis à 2 douches, une le matin. Ah, c'est mes ongles, c'était mes ongles pour la demi-finale de foot. Enfin, c'est foutu, comme dirait l'autre. On a perdu. Suffit que je regarde un match, on perd. Donc je crois que la prochaine fois, il ne faut pas que je regarde de match. Bref, tout ça pour dire que quoi? Que demain, la météo va baisser. La magnifique Anne-Laure Bondou, aux éditions Pocket. Gros coup de cœur. Qui est Anne-Laure Bondou? C'est une autrice française qui écrit souvent pour la jeunesse. D'elle, j'ai lu notamment L'aube sera grandiose, l'histoire d'une mère et sa fille, ado 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et la fille doit aller à une soirée, une sortie de potes du lycée. Et la mère dit non, reste, j'aimerais bien qu'on passe cette soirée ensemble. Voilà, j'ai des trucs à te dire. Relou, relou, dit la fille. Et finalement, la mère et sa fille vont passer toute la soirée ensemble, jusqu'à l'aube. L'aube sera grandiose. Et la mère va lui confier plein de choses sur leur famille, etc. C'est un magnifique texte. Anne-Laure Bondou a un très bon style. Tant que nous sommes vivants, c'est l'histoire de Beau et Anna, si je dis pas de bêtises, qui sont ouvriers, dans un autre monde évidemment, dans le métal, etc. Ils tombent amoureux, et puis ils s'enfuient, et puis il y a des catastrophes, et puis il va y avoir des espèces de petits nains, des petits lutins, qui vont venir en aide. Un magnifique texte de fantaisie que j'ai adoré. Bref, et cet été, je lirai, nous, n'est-ce pas Chantal? Nous traverserons les orages. Une espèce de chronique saga familiale écrite par Anne-Laure Bondou. Oui, mais enfin, tu ne parles pas de la magnifique, gna gna gna. Oui, alors. Bella Rossa est une jeune femme avec un tempérament de feu. Bella Rossa, c'est elle, elle a des cheveux roux, flamboyants. Elle a une poitrine démesurée. D'ailleurs, si vous vous souvenez de cette pub très ancienne de Wonder Bra, qui disait « Regardez-moi dans les yeux » pour que les hommes arrêtent de regarder au niveau des seins. Bref, Bella Rossa, les hommes la regardent au niveau des seins. Ils ne regardent pas tellement la pub Wonder Bra. Donc elle en a un petit peu marre, Bella Rossa. Mais elle a son caractère. Elle sait se défendre. Certes, sa mère n'est plus là. Elle les a abandonnés. On ne sait pas où elle est. Certes, il y a son père, l'homme pas, toujours en train de gueuler pour de l'agneau. Il veut son alcool. Et après, il lui fout la paix. Et elle, elle se démène dans la ferme pour les faire vivre tous les deux. Elle bine cette ferme. Elle se donne du mal. Nous sommes aux États-Unis, dans l'Ouest américain. La vie est rude, c'est un monde de machos, il faut se défendre contre les hommes un petit peu entreprenants, n'est-ce pas? Et puis on dit que la guerre arrive. Alors Bella Rossa, elle avait un plan. Chaque homme qui était pénible, elle les repoussait, évidemment. Et puis bref, vous saurez pourquoi, elle a récupéré toute une quincaillerie. Oui, et ça n'a aucun rapport, je ne suis pas très claire entre... On s'en fout. Elle a récupéré toute une quincaillerie, des casseroles, des trucs, des machins. Elle construit sa carriole, comme dans La Petite Maison dans la Prairie. D'ailleurs, revient sur Netflix, La Petite Maison dans la Prairie. Alors je sais, dans votre cœur, main sur le cœur à gauche, oui, à gauche. J'ai dit ça Aurore, main sur le cœur à gauche. La Petite Maison dans la Prairie, c'est avec Michael Lonsdale, c'est avec... on ne sait plus, enfin les acteurs de l'époque, quoi. Les acteurs des années 90. Et là, c'est une nouvelle version, donc je testerai quand même si... La Petite Maison dans la Prairie reste... Non, c'est pas Michael Lonsdale du tout. Comment il s'appelait? Ah, celui qui faisait Charles, vous mettrez ça en commentaire. Bref. C'est les acteurs que nous aimons et qui maintenant sont des vieux croûtons. Rimant. Bref, pourquoi je dis ça? Elle construit sa carriole. Oui, j'ai un peu de mal, il fait encore chaud, mon cerveau passe d'un côté à l'autre. Elle construit sa carriole, comme dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle met leurs briques, leurs braques. Elle prend son père, des provisions, de l'agneau, sinon le vieux va gueuler. Et ils partent à travers l'Ouest. Et là, ils rencontrent des soldats, dont un soldat manchot, qui, ma foi, a l'air pas trop désagréable. Et puis, on leur tire dessus. Et puis, Bella Rossa est blessée. Et le manchot veille sur elle. Et l'homme pas s'inquiète quand même pour sa fille. Alors, si c'était pour partir et se faire trouer la peau, c'est vraiment pas la peine. Oui, parce que c'est un peu le genre de vocabulaire qu'il y a dans le roman. Et on va suivre les aventures de Bella Rossa dans sa conquête de l'Ouest, si vous voulez. J'ai adoré ce roman. Oui, vous voulez le nombre de pages? En fait, on s'en fout. Hein. Mais bon, 250 pages environ. Qui est un vrai western. Il y a tous les éléments. Il y a la belle-fille pulpeuse, avec son caractère. Il y a le vieux qui gueule, avec sa gnôle. Il y a le soldat blessé. La violence, les armes, les Indiens, la poussière, les chariots. Tout ça. Et surtout, nous, on s'attache beaucoup à ces personnages.
le courage de cette jeune femme, Bella Rosa. Est-ce qu'elle va enfin avoir de la chance dans la vie? Et puis jusqu'où va-t-elle aller? Et va-t-elle réussir son rêve d'être riche et de faire ça? Je vais dire mener sa barque, mais nous ne sommes pas sur une barque, nous sommes dans une carriole. Mener sa carriole à bon port, enfin à bon... Bref, un bon parking. Oh non, c'est pourri. Bref, lisez ce roman d'Anne-Laure Mondot, qui est à lire à partir de 14 ans, oui, parce que le monde de l'Ouest, c'est pas chouchou, hein. Et plus, si affinité, si vous aimez les westerns, si vous aimez les personnages forts, si vous aimez les bons styles, pour cet été, un été brûlant aux côtés de Bella Rosa, la magnifique. Une autre femme, magnifique, je ne sais pas, mais la couverture est belle. 17 ans à jamais, de Gaël Aymon. La semaine dernière, je vous présentais Soleil fantôme. Vous vous souvenez de Solal qui disait en vacances, tu sais, à son grand frère, tu sais, sur cette île, je suis mort, c'est là où je suis mort. Oui, bien sûr. 17 ans à jamais, aucun rapport. Oui, je sais, Fabrice. Oui, je sais, Karine. Oui, je sais, tout le monde a adoré ce roman, et attendez que je le lise. C'est fait. La couverture est très belle, on dirait un tableau. Nous sommes en 1916. Marthe est amoureuse. Marthe a environ 17 ans. Elle est amoureuse d'André. Et un jour, ils font... Je sais pas comment dire. Ils se regardent ensemble dans un miroir. Elle lui confie son reflet. Et désormais, ni la mort, ni la guerre ne pourront les séparer, puisque André a le reflet de Marthe. Oui, c'est un peu fantastique. Et bientôt, André s'en va. Et Marthe se rend compte qu'elle ne vieillit plus. Et surtout, elle n'a plus de reflet dans le miroir. Ce n'est pas un vampire, Aude. Et donc nous suivons cette immense saga historique qui fait 500 pages, assez costaud, avec les années qui passent et notre héroïne qui reste 17 ans à jamais. Va-t-elle retrouver André? Va-t-elle retrouver son reflet? On suit plein d'événements de l'histoire. Alors attendez, évidemment. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le Veldiv, les violences, les Allemands, la haine. C'est une grande fresque historique que j'ai beaucoup aimée. Alors, j'ai pas beaucoup été attachée au personnage, mais j'ai trouvé que le concept était intéressant entre fantastique et historique. Voilà. Finalement, oui, on décide de croire à cette histoire de reflet. C'est ce qui fait avancer le livre. Est-ce que comment elle fait déjà, puisqu'elle ne vieillit pas, et pour que les gens se posent pas de questions. Et puis André, où est-ce qu'il a disparu, etc., etc. Ça m'a fait penser, moi, mon grand coup de cœur de l'année dernière, La vie invisible d'Adi Larue de Vi Ishwab. Où, je vous redis l'histoire, dans La vie invisible d'Adi Larue, nous sommes avec Adeline Larue. Nous sommes au XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Elle doit se marier. Elle ne veut pas se marier, c'est un mariage forcé. Elle fuit le jour de son mariage. Elle fait un pacte avec un espèce de démon local qui lui dit en gros ok, tu te marieras pas. En quelque sorte, tu m'appartiens. Mais et voilà. Et donc, Adeline échappe à son mariage. Mais elle se rend compte que le démon veut son âme. Le démon lui a fait un marché pas très honnête. C'est un peu le marché de Faust, le pacte de Faust. Et surtout, Adeline se rend compte d'un truc. Quand les gens la regardent, si ils lui tournent le dos, ils l'ont déjà oublié. Ils ne retiennent pas son nom et elle peut pas le dire. Les syllabes ne sortent pas de sa bouche, c'est bloqué. Bloqué par l'espèce de maléfice. Et nous suivons Adeline au fur et à mesure des siècles, des époques, jusqu'à New York de nos jours, ou un jour dans une librairie où elle a volé un livre la veille, parce qu'elle vit une vie de misère. Elle ne peut pas s'investir, vu qu'à chaque fois on ne se souvient pas d'elle. Qu'elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir. Elle vole des bouquins. Oui, bon, c'est pas bien, d'accord, emprunter à la bibliothèque, c'est mieux. Ou acheter en librairie, les librairies ont besoin d'aide en ce moment, c'est un peu la crise. Bref, et un jour le libraire la reconnaît, dit « Mais c'est vous qui êtes venu hier prendre un livre ?» Pourquoi lui se souvient d'elle? Personne ne se souvient d'Adeline Larue. C'était un roman passionnant, un roman puissant, un roman que j'oublierai pas, que je relirai peut-être. Et du coup, quand j'ai lu celui-là, j'ai trouvé que celui-là était très bon style. Coucou Gaël Aymon. Oui, on se suit sur Instagram, j'adore faire des mondanités littéraires. J'ai trouvé que c'était très intéressant, mais là, je l'ai plus lu, celui-là, pour le côté historique, pour sa plume très travaillée sur l'histoire de France. Plus que pour ses personnages, finalement. Alors que La vie invisible d'Adi Larue, je lisais plus pour l'histoire d'Adeline. Voilà. Mais, lisez-le, c'est un très bon roman que je vous conseille à partir de 14 ans. Alors, une petite dystopie, ça vous dit?
Le protocole de Marie Aden aux éditions du Gros Caillou. Amir et moi. Je vous avais déjà montré ce que je l'ai eu en cadeau. Merci Anastasia et merci Alix de me l'avoir donné. C'est de l'ADN et c'est bleu. Nous sommes en 2121. Dans cette société futuriste, il y a une espèce de... L'humanité a subi une... J'arrive pas à dire. Thérapie génique. Les gens ne dorment plus. Mais du coup, ils sécrètent de la bluéline, une espèce d'hormone. Si ça s'accumule dans l'organisme, on devient un peu violent et tout ça. Donc ils suivent le protocole, parce que le protocole veille sur vous. Le protocole fait en sorte que tous les temps, on vous convie à un rendez-vous. On vous met dans une espèce de capsule, vous ne vous rendez compte de rien. On vous enlève votre bluéline en trop. On réinjecte votre contraceptif. On regarde vos données... j'arrive pas à trouver le mot. Vos données physiques, etc., etc. Puisqu'on prend soin de vous. Et nous sommes avec, alors non impossible, ne m'en veuillez pas, Likakum. Likakum qui est la fille du numéro 2 du pouvoir, qui gère tout ce protocole. Et puis Likakum, elle a une vie très ordonnée, puisqu'elle suit le protocole. Tout est pensé pour elle. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur qui entoure leur ville? Elle a demandé à ses parents depuis qu'elle est petite. Il n'y a rien, ma chérie, il n'y a rien. Et puis un jour, sa meilleure amie qui est enceinte disparaît. Attends, elle est enceinte ou elle a eu son bébé? Qui était enceinte, voilà. Pardon, donc il y a un bébé à s'occuper. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Et un jour, Likakum, qui se promène dans des rues où elle n'a pas l'habitude d'aller, se fait enlever. Et là, elle va rencontrer des gens différents, des gens qui n'ont pas de petites puces dans le corps, des gens qui ne subissent pas le protocole, des gens qui ont l'air d'être dans une autre société, et puis des gens qui habitent au-delà du mur. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur? Et c'est tous les repères de Likakum qui vont être, dit comme ça fait un peu bizarre, de Lika qui vont être remis en question. Pourquoi le protocole? Qu'est-ce qui se passe si on garde sa bluéline? Qu'est-ce qui se passe si on dort? Et ça fait quoi de dormir? D'ailleurs, elle ne sait pas comment on dort. Elle n'a jamais dormi. Et puis le pouvoir. Pourquoi? Pour une fois, elle se pose des questions. C'est comme dans toutes les dystopies, le héros est dans un système, et le jour où il commence à se poser des questions, ou rencontrer des gens qui pensent différemment, ça bouleverse leur univers. Ils pensaient A, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et est-ce que A est bon pour eux? C'est une dystopie très réussie de Marie Aden. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant, cette histoire de sommeil, oui, parce que moi qui ai des problèmes de sommeil, ne plus dormir, voilà. Non, je ne subis pas le protocole, je n'ai pas de bluéline qui s'accumule et qui me rend agressif, enfin j'espère. Quoique avec la canicule, on devient un peu agressif. Hein. Il faudrait un peu se protocoler quand même. J'ai un peu tendu si vous préférez. Le format est intéressant. Regardez, entre un grand format, vous voyez, c'est un peu étrange comme format. C'est un beau livre. Un livre qui se lit très bien, qui se lit très vite. Je l'ai lu en même pas 2 jours. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants et qu'il y avait tous les éléments d'une dystopie. Un pouvoir spécial, le thème du sommeil, c'est une bonne idée. Une héroïne qui va se poser des questions. Une dystopie très réussie à lire à partir de 14 ans. Une petite pause, hydratons-nous. Et ma gourde queen, c'est comme ça. L'eau est tiède. Attends, j'ai mis de l'eau froide. Alors les goodies. Merci Karine qui m'a donné ce magnifique stylo ours. Merci Karine qui m'a donné ce carnet paillettes. On n'a jamais assez de carnets et de carnets à paillettes. Avec des lignes. Trop bien. Merci à Elodie. Je me demande si les gens me donnent des cadeaux juste pour apparaître en gazouillis. Non, je ne suis pas mesquine. Grandma Wild, grand-mère sauvage, All Butter Sweet Cherry Bakewell's Biscuit. Donc des biscuits aux cerises douces, Bakewell bien cuit. Et ça fait une super boîte surtout, c'est magnifique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, c'est bientôt les vacances. Pour les vacances, je prendrai Yang Yang. Ylang si vous préférez, c'est du gel douche relaxant. Apparemment. Pour les vacances, je cherchais du shampoing hydratant pour Aurore et moi. Alors l'eau de coco, je suis pas très noix de coco, mais si c'est à hydrater, hydrate.
Et maintenant, j'ai moins besoin de shampoing. Shampoing sec et cassant, nutrition au miel. Espérons que les abeilles vont pas se jeter sur nos cheveux, sinon ça sera un peu con. Et j'ai testé le week-end dernier, dans l'hôtel où j'étais, un gel douche à l'orange. J'ai voulu retrouver un peu l'équivalent. J'ai trouvé mandarine romarin chez Nectar of Beauty. Et ben ça sent très bon. Ça fait un peu odeur d'été. Est-ce que vous êtes pareil? Vous avez des gels douches d'été, des gels douches d'automne, des gels douches d'hiver, ou savon d'été, automne-hiver, hein, je ne sais pas c'est quel. Bref, des parfums selon les saisons. Et votre allié, n'oubliez pas, votre allié Nivea Sun Kids. La spécialité, c'est que c'est coloré, c'est marqué là. Sur votre peau, ça fait bleu. Ce qui est assez bien, comme ça vous voyez où est-ce que vous avez mis de la crème. Vous voulez un test? Oh, pénible. Vous voyez que c'est bleu? C'est bleu. Je ne vais pas bronzer dans mon salon. Enfin, je crois pas. Mais bon. L'odeur de la crème solaire, c'est l'odeur des vacances. Bon. Et bien pour les goodies, c'est bon. Mais vous vous posez une question, et moi aussi. Que va-t-elle, enfin que vais-je emporter en vacances? Ma pile d'été, ma pile à lire d'été. Il court, le furet du bois, mesdames. M.J. Aldrich. Alors c'est beau chez les Escales Noires. C'est le tome 2. Parce que c'est une série d'enquêtes de Helen Grace, le commandant. Donc il faut lire dans l'ordre. Premier tome, c'était Amstramgram. Donc des comptines à chaque fois. C'est beaucoup moins drôle. Southampton, quartier rouge. Le corps d'un homme est découvert atrocement mutilé, le cœur arraché. Oui, lire sur la plage, ça sera délicieux. Peu de temps après, un colis est déposé au domicile de la victime. Son cœur repose dans un écrin de journaux. Bientôt, un autre corps est retrouvé. Même mise en scène macabre, la peur s'empare de la ville. Blablabla. Le nouveau thriller électrisant de M.J. Aldrich. J'avais beaucoup aimé Amstramgram, si je me souviens bien, je l'ai lu il y a longtemps. Ça se passait dans une piscine vide, et les personnages avaient été plus ou moins enlevés, et en gros, le tueur leur disait « Qui des deux va mourir? Choisissez Amstramgram, piqué. » Voilà, moi je m'en fous tant que j'ai une victime. Sympa. Donc là, il court le furet. Je suppose que c'est le tueur qui court. Le tueur est déchaîné. Je vous ai présenté la dernière fois, je vous remontre le Calamity Club de Catherine Stockett, Robert Laffont. Épreuve non corrigée, merci Laura's Reading. C'est l'autrice de La couleur des sentiments. Bonne pavasse de 600 pages. Ça c'est lourd à lire. Hein. Isabelle Allende, mon nom est Emilia Del Valle, chez City. Alors, Isabelle Allende, elle a grandi au Chili. Ses romans les plus connus, c'est La Maison aux Esprits. La Maison aux Esprits. Moi, j'avais lu Fille du Destin, c'était vachement bien, il y a très longtemps. J'ai pas lu La Maison aux Esprits. Quand j'ai vu qu'on sortait un nouveau livre, j'aime bien cette coupe. Abandonnée à la naissance par un aristocrate chilien, Emilia grandit dans le San Francisco du 19e siècle, devenant une jeune femme indépendante et ambitieuse. Elle refuse les limites imposées aux femmes de son époque et défie les normes sociales. À 17 ans, elle commence à publier des romans sous un pseudonyme masculin. Mais Emilia veut plus, voir le monde, dire la vérité. Lorsqu'une guerre civile éclate au Chili, elle saisit l'occasion de devenir journaliste et de partir pour raconter le conflit. Au cœur du chaos entre violence et passion, la jeune femme est confrontée à la brutalité du monde et à ses propres origines. Car ce voyage est aussi une quête, celle de son père chilien, de son identité. Alors qu'elle découvre également l'amour, la guerre s'intensifie et Emilia se retrouve en grand danger. Cette incursion en enfer va bouleverser sa vie à jamais. Ma foi, ça a l'air bien. 335 pages. Isabelle Allende, une valeur sûre. Rachel Joyce, La Villa du Lac. Ça donne envie d'y aller. Ça doit être en Italie. Zo Édition. Alors qu'une vague de chaleur s'abat sur l'Europe. Non mais c'est vrai. Goose, ça veut dire oie en anglais. Goose et ses 3 sœurs se réunissent dans la maison familiale au bord du lac d'Orta dans le Piémont italien. Leur père, Vic Kemp, ça fait nom de vampire, pardon, un artiste renommé, vient de mourir. Il s'était récemment remarié avec une femme beaucoup plus jeune, Bella Mae, et il s'était installé en Italie pour terminer son chef-d'œuvre. Aucune trace du tableau n'a été retrouvée. Si Goose et ses sœurs ont toujours été proches, j'ai hâte de savoir le nom des sœurs, s'il y en a une qui s'appelle Wa, les autres c'est quoi? Poule et... je sais pas. Poule et dindon. Tandis qu'ils cherchent des réponses au cours de cet été étouffant, ce qu'ils apprennent sur eux-mêmes, leur père, leur nouvelle belle-mère, les éloignent les uns des autres, avant qu'ils ne puissent comprendre quel est le véritable héritage de leur père. Extraordinairement captivant, ce roman explore les relations entre frères et sœurs, les fissures minuscules qui peuvent apparaître au sein d'une famille. Que se passe-t-il lorsqu'elles se creusent et comment peut-on les réparer?
de Rachel Joyce. J'avais lu il y a moult temps. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi. Et ensuite, la suite, c'était la lettre de Kinney. Tout ce qu'elle n'a pas pu dire à Harold Fry. C'était vraiment bien. On ne se souvient plus, mais c'était très bien. Pour partir un peu en Italie. Les détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec la justice. Julia Chapman. Toujours les couvertures d'Emily Sutton. La découverte du cadavre d'un écologiste fait souffler un vent de panique sur les vallons. Tout accuse Will Metcalf, le frère de Delilah. Mais Delilah ne peut croire à la culpabilité de son frère et Samson non plus. Destinés à prouver l'innocence de Will, les deux détectives mènent l'enquête. La justice se paiera au prix fort. 9e tome, une valeur sûre. Je ne vous ai pas tout montré dans mes livres de la palle d'été parce que je ne sais pas vraiment encore combien de milliards de livres vais-je emporter. Comment faites-vous pour les vacances? Vous partez une semaine, un livre par jour? Et s'il y en a un que vous n'aimez pas? Vous partez 2 semaines? Pareil. Bon, je pars d'abord une semaine en Bretagne, donc je peux prendre 7 livres, même si évidemment je ne lis pas 500 pages par jour, soyons raisonnables. Enfin, réaliste, pardon. Raisonnable n'a aucun rapport. Et après, je pars 2 semaines, mais je prends l'avion, donc je vais peut-être pas bourrer la valise de soude, quoique. Hein? Oui, je sais, Fabrice, que tu emportes une valise de livres. Et moi, j'ai fait ça peut-être 2 fois en vacances. J'ai trouvé ça formidablement formidable. Comment faites-vous, chers amis, des gazouillis pour vos lectures d'été? Liseuse, papier, boîte à livres, librairie, bibliothèque. Je ne lis pas, je fais des mots croisés ou des sudoku. Ah ah! À bientôt mes petits poulets. N'oubliez pas, hydratez-vous.